Kroll est un caricaturiste mondialement connu et surtout en Belgique francophone, de Mons à Arlon, en passant par Bruxelles et Liège. En près de 45 ans de carrière, il a dessiné plus de 20 000 caricatures. Il est publié notamment dans le journal Le Soir et monte aussi régulièrement sur scène avec son spectacle, baptisé modestement Pierre Kroll en scène. On dit de lui qu'il est un journaliste à part entière, très bavard et souvent angoissé. Nous allons vérifier tout ceci. Pierre Kroll est notre invité dans À travers le miroir cette semaine. Bonjour Pierre Kroll. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission À travers le miroir. Pourquoi aurais-je refusé? Ah bah écoutez, je ne sais pas, moi. Pendant une demi-heure, juste une demi-heure, parce qu'il paraît que vous êtes bavard, on va parler de vous, essayer de comprendre un peu comment vous êtes devenu ce célèbre caricaturiste. Et alors, dans cette émission, vous le savez, il y a une consigne, c'est qu'on ne peut se regarder qu'à travers ce miroir. Donc voilà, comme si nous étions un peu chez le coiffeur, si vous voulez bien. Oui. On pourrait peut-être Avant qu'on essaye de vous connaître un petit peu mieux, moi j'ai d'abord envie de vous demander comment vous vous sentez justement dans ce fauteuil et de vous regarder dans le miroir. C'est pas la première fois de ma vie que je me vois, mais ça va être sans doute la seule fois que je me verrai aussi longtemps. Donc j'espère ne pas me trouver trop moche à la longue. Non, je vous regarde plutôt vous. Non, ça ne me dérange pas, c'est une drôle de configuration, c'est original, pourquoi pas, c'est bien. Votre look ou votre apparence, est-ce que c'est quelque chose que vous soignez? Pas trop, je vais dire. Ça m'a toujours fait rire les gens qui font semblant, parce que c'était très à la mode il y a longtemps, de dire qu'ils s'en fichaient complètement. J'avais vu une interview croisée avec, on n'en parle plus, je crois qu'il est devenu un petit peu taré d'ailleurs, le mec qui s'appelait chanteur Francis Lalanne, avec qui avait des espèces de bottes de mousquetaire et toujours des chemises avec un jabot blanc ou quoi. Et dans une interview croisée comme ça, on lui demande s'il fait attention à son... Jamais, il dit, jamais, je prends... J'imagine que le gars, il est de garde-robe avec des chemises à jabot et des bottes Donc non, je fais un peu attention comme je fais quand même de la télé quelquefois, etc. Je sors pas de mon lit, quoi. Mais je ne... Et alors, tout ce qui est... je sais pas moi, même manicure, machin, tous ces trucs-là et tout, non, je connais pas du tout, ça m'ennuie, ça m'énerve très fort. C'est pas votre truc. Voilà, il y a un look pour un dessinateur de presse? C'est quoi, c'est entre le journaliste, l'artiste, non? Je calcule pas vraiment ça. J'ai des petites manies, voilà, ouais. J'ai des collections de bracelets. Je suis pas le seul, mais il y a très longtemps que j'ai ça, ce sont un peu mes voyages. Je pense que le noir est une couleur qui... beaucoup de gens portent évidemment, mais qui va bien à un dessinateur, puisqu'il travaille beaucoup avec des crayons et des marqueurs noirs. Voilà, ça c'est un peu vrai. Et comme j'ai fait pas mal de scènes pour raconter mon métier, je tenais sur scène à être assez classe, si on peut dire, parce que je trouve que les gens se déplacent pour venir vous voir et qu'il faut faire l'effort de les voir. Je dis ça versus le dessinateur chez lui, où je dessine pas en pyjama, parce que j'en mets jamais de ma vie, vous saurez tout, mais évidemment qui a laissé aller chez moi, puisqu'il n'y a personne qui me voit. Oui, vous êtes un peu un métier oui, solitaire quand même. C'est ça, en tout cas, c'est pas lever le matin, cravate et tout ça, ça non, bien sûr. Vous n'avez pas cet uniforme-là, en tout cas, effectivement. Vous êtes né au Congo. Oui. D'un père qui était ingénieur agronome, c'est ça? Agronome tropical, on dit, oui, c'est ça, un agronome spécialisé là-dedans. Pas les betteraves, lui, c'était les arbres à caoutchouc africains, quoi. Et d'une maman catholique? Oui. Votre père était laïque? Oui. Cette double identité, comment vous la vivez? Vous en parlez sur scène notamment, mais on en reparlera plus tard de votre passage sur scène. Comment aujourd'hui elle vous a construite? C'est quand on y repense après, parce que c'est... par défaut, c'est pas le contraire, quoi, si je puis dire. Beaucoup de gens sont quand même issus de couples qui s'entendent sur ces questions un peu fondamentales, sans peut-être jamais en parler. Et moi, il m'a fallu le temps. Non, je l'ai compris tout de suite, puisque j'allais à la messe avec ma mère et mes sœurs le dimanche. J'ai fait ma petite communion, ma grande communion. Et à mes communions, mon père, il attendait
hors de l'église. Papa, il n'était pas à ce point rebelle qu'il ne veut pas y foutre les pieds. Ça l'emmerdait, il trouvait qu'il n'avait rien à faire là. Et donc, il attendait dehors qu'on sorte pour prendre des photos, quoi. On a les plus belles photos de sortie de communion. Et donc, ça, je le remarquais. Et j'étais petit, j'allais lui demander dans le jardin où il passait sa vie, pourquoi tu ne vas pas à la messe? Pourquoi? Il me disait, Dieu, c'est des carabistous, tout ça. C'était pas très théorisé. Et c'était jamais conflictuel avec ma mère. Donc, on ne peut pas dire que ça m'ait marqué au sens où j'y pensais tout le temps. Bien sûr que non. C'est bien plus tard que je me rends compte que c'est une formation, ça. Parce que ça vous donne... alors, je ne fais pas comment dire que ça a tant d'importance et embellir les choses, mais c'est vrai que ça donne une tolérance naturelle envers les gens qui ne pensent pas comme vous. Puisque moi, j'ai un couple de parents aimants qui ne pensent pas la même chose. Ma mère... Elle vit toujours, ma maman. Elle est catholique, elle va à la messe tous les samedis dans la maison de retraite où elle est. Elle me dit, moi je ne rate jamais aucun événement qui se passe. En fait, elle s'en fout un peu. Elle est catholique par tradition, par superstition quand même. Elle pensait que c'était mieux qu'on soit élevé un peu là-dedans. Et mon père pas. Et j'ai jamais vu ces gens se disputer. Donc c'est pas un extrême comme peut-être un couple de musulmans croyants forts et d'athées complets, etc. Mais malgré tout, quand je racontais effectivement sur scène parfois cette expérience-là, il y a quelques personnes qui venaient me dire « Ah, j'ai connu la même chose quand j'étais enfant » et c'est maintenant que vous m'y faites penser. Est-ce que vous diriez que ça a forgé aussi votre esprit critique? Oui, dans un certain sens, c'est-à-dire que on ne va pas insister tant là-dessus, hein, c'est pas l'histoire de ma vie d'avoir un père, on va dire, quand vous dites laïque, c'est surtout athée, quoi. Mon père, je pense, ne croyait pas en Dieu. Il n'en parlait pas vraiment comme ça. Mais alors, l'esprit critique, oui, sans doute, c'est-à-dire qu'il y a un scepticisme derrière ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on ne me pose jamais la question après. Et en fait, vous êtes devenu comme votre père ou comme votre mère? J'allais vous la poser. Ah, voilà. Et alors, allez-y, répondez. J'ai trouvé des formules très, très naturelles, pas pour ne pas répondre, mais parce qu'elles sont plus vraies. Et vous allez voir que justement, elles amènent un peu l'esprit critique. C'est je crois que je ne crois pas, par exemple. Ça veut dire que je ne suis pas sûr qu'au fond, il n'y a pas quelque chose dont je doute. Donc, je doute de douter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un esprit critique en abîme, quoi. Ça, oui. J'allais vous dire justement, le doute, si je vous dis le doute, c'est... Continuez la phrase. Waouh! Le doute, c'est... je peux prendre des adjectifs, c'est permanent, ou... le doute, c'est la vie. Ça, c'est peut-être un peu gros, mais je crois qu'il y a un peu de ça. Et c'est d'ailleurs un petit peu paradoxal pour quelqu'un dont le métier est de donner l'apparence qu'il ne doute pas, parce que, ne fût-ce que très pragmatiquement, quand je fais un dessin, il faut qu'il soit fini à une certaine heure et qu'il soit parti. Hein. Je ne peux pas en douter pendant des heures. À un moment, c'est fait, il faut que je sois sûr de moi. En fait, je ne le suis pas sûr de moi, mais je le cache à moi-même et j'envoie mon dessin comme si je l'étais. Et les gens croient que j'ai souvent une opinion sur tout, etc., ce qui n'est pas vrai. Je suis un grand douteur. Il paraît que vous êtes un grand anxieux aussi. Je ne sais pas qui vous a dit ça, parce que je ne sais pas si c'est vraiment de l'anxiété. Si vous voulez, je suis comment est-ce qu'on dirait ça? Un intranquille. Voilà, je ne suis jamais tranquille. Mais est-ce que c'est de l'inquiétude? Je ne suis pas très peureux des choses. J'ai fait beaucoup de choses par pur challenge, sur l'idée, tu n'es pas capable de le faire, si tu vas voir. Et je crois que je ne suis pas un peu heureux, en tout cas. Mais une anxiété de ne pas avoir fini à temps, de ne pas avoir... je me donne beaucoup d'obligations, des exigences par rapport à moi. Et vous vous faites confiance ou pas? C'est le psy, hein, ici, c'est pas un truc de coiffeur qu'il faudrait, c'est un divan. Vous voulez un divan? Ça a déjà existé comme émission, comme principe d'émission. C'était quoi la question? Est-ce que Si vous aviez confiance en vous, si vous faisiez confiance. Vous voyez que j'hésite chaque fois, elles sont bonnes vos questions, parce que, de nouveau, pas tant que ça, puisque je doute. Donc je ne suis pas toujours sûr de mon choix, de ce que je fais. Mais globalement, j'ai confiance en moi dans le sens où je pense toujours y arriver. Je ne pense pas que je suis le plus malin du monde, le plus fort du monde, etc. Sûrement pas, mais j'ai confiance dans
le fait qu'il faut y arriver. J'ai des petits trucs comme ça que j'ai donné un peu à mes enfants, par exemple, c'est aussi quand tu as un choix difficile à faire, cherche un peu, en fait il est déjà fait sans doute quelque part, au fond de toi. Va chercher où il est déjà, parce que tu sais déjà que tu vas dire oui ou que tu vas dire non quelque part. Et puis l'autre truc important, c'est une fois que tu as fait un choix, après, c'est maintenant qu'il faut faire, c'est après qu'il faut faire faut faire en sorte qu'il soit le bon choix. Ça paraît curieux, mais il est fait, donc il ne faut pas revenir dessus. Il faut transformer toutes les choses après pour que ce soit finalement le bon choix. Si on continue à se dire, j'aurais peut-être dû faire le contraire, alors ça ne va pas. Donc c'est une longue réponse, mais vu comme ça, j'ai une certaine confiance en moi. Dans vos choix, en tout cas. Mais j'en ai quand même manqué. Je suis on ne me croit pas, mais je suis une sorte de timide en guérison permanente. J'aime pas téléphoner à quelqu'un pour demander quelque chose, j'aime pas avoir besoin des gens, j'aime pas dépendre des gens. Donc en ça je manque peut-être de confiance, ou j'en ai trop. Finalement, je ne sais pas. Alors au début, votre choix, c'était pas forcément le dessin ou en tout cas la caricature de presse, c'était l'architecture. Un autre homme de votre famille qui a compté, c'est Lucien Kroll, qui était aussi un grand architecte, donc, et vous vous dirigez d'abord vers ses études. Cet oncle, c'était un modèle ou plutôt un poids finalement? Alors je vous corrige sur aussi, hein. Lui était un grand architecte, moi pas, hein. Je ne l'ai jamais été. Mais quand vous dites je me dirigeais vers autre chose, c'est vrai en termes d'études et tout, et ça prend beaucoup de temps. Et quand je regarde maintenant ma carrière comparativement à celle d'autres dessinateurs, allez, si on cite Philippe Geluck par exemple, parce qu'il est incontournable. Quand je vois dans ses expositions, il y en a encore une à Paris, où il raconte son parcours, ben, à 16 ans, à 17 ans, on fait la même chose. Moi, je dessine autant que lui, certainement. J'ai des idées aussi bonnes que les siennes, voire meilleures, etc. Mais mes parents ne me forcent pas, hein, nécessairement. Mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il faut faire des choses plus sérieuses, plus apprises, il faut aller plus loin dedans. Et l'architecture, elle est déjà au départ un croisement un peu avec ça. Maintenant, avec les ordinateurs, tout ce qu'on veut, il y a beaucoup d'architectes qui sont incapables de tenir un crayon. Mais de mon temps, je suis très vieux, c'était encore par le dessin qu'on pratiquait, qu'on apprenait, qu'on faisait des projets, etc. Et donc l'architecture m'a intéressé parce que c'est du dessin, et puis de la 3D, etc. Et j'ai fait encore d'autres études après, une licence en environnement. C'est un peu comme les poupées russes. L'architecture, elle s'inscrit dans l'urbanisme. L'urbanisme s'inscrit dans l'aménagement des territoires, qui s'inscrit dans l'écologie et même dans le climat, si vous voulez. Et ça, c'est un peu mon truc d'intello. Voilà. Ouais. Quand je suis un intello, c'est sur ça. Et là, l'influence de l'oncle a été évidemment importante parce que c'était un architecte en plus engagé. Il ne faisait pas la même chose que d'autres. C'était un père fondateur de la théorie de la participation en architecture qui renaît régulièrement et qui se fait oublier. C'est celle qui dit qu'il y a plus dans une intelligence collective de gens qui vont, que ce soit dans une ville ou dans un simple bâtiment, qui vont vivre dans une architecture que dans la tête de l'architecte, aussi talentueux est-il, qui va imposer aux gens comme à des souris de laboratoire comment ils vont vivre quelque part. Ça m'a vraiment fait penser. Et il y a une espèce d'esthétique qui découle de ça et qu'on peut voir ici à Bruxelles au campus de l'UCL à Woluwe. C'est la maison, enfin le bâtiment qu'on appelle la maison médicale, le premier logement des étudiants. Maintenant, il est perdu un peu dans beaucoup d'autres bâtiments. À l'époque, il était tout seul là-bas, qui est une architecture extrêmement, on va dire, bordélique, quoi. C'est un gros désordre comme ça et qui montre vraiment cette conception aussi de l'architecture. Et comment le dessin de presse, alors, est arrivé dans votre vie? Mais en fait, c'est le début. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire, et d'autres amis, confrères dessinateurs disent la même chose, on n'est jamais en bande, on est tous des individualistes. Mais, avec un peu de concurrence entre vous? Dans le dessin de presse, pas vraiment. On est peu nombreux. Je peux citer Frédéric Dubus, Nicolas Vado. Voilà, on est trois à vivre vraiment du dessin de presse. Philippe Geluck, c'est pas un dessinateur de presse, hein, c'est une autre carrière. Mais on s'estime ou on s'ignore, mais on ne se déteste pas et on ne se sent pas concurrent.
Je suis plutôt concurrent de Philippe quand il sort ses albums en fin d'année, parce qu'il y a des gens qui... On aurait d'ailleurs dit, je le dis parfois en riant avec lui, la jouer plus Beatles, Rolling Stones. Qui est-ce que vous préférez Donc je voulais dire que les dessinateurs professionnels, quoi que ce soit qu'ils fassent, dessins pour enfants, dessins politiques, pornographiques, réalistes, tout ce que vous voulez, c'est jamais que des enfants qui n'ont pas arrêté de dessiner. Et ça, on se retrouve tous dans cette définition-là. Vous avez tous dessiné, vous, tout le monde, tous les enfants dessinent, et la grande majorité arrête. Et nous, on a continué. Et donc, à travers toutes ces études et tout dont on vient de parler, moi, j'ai toujours dessiné, sur le coin de la table et tout. Je ne me suis jamais ennuyé nulle part grâce au dessin. Donc, quand on ne part pas à 15 ans dans l'idée qu'on va dessiner une histoire avec des grenouilles, des fées, des je ne sais pas quoi, ben on arrive un peu au dessin politique, parce que je lis les journaux, je m'intéresse aux dessinateurs politiques, j'ai envie de faire un peu la même chose. Donc je l'ai en fait un peu toujours fait, et c'est devenu un métier... on ne va pas faire toute ma vie parce qu'on n'a qu'une demi-heure. C'est un peu les aléas aussi. Moi, j'ai fait un service civil. Il y avait encore le service militaire. Vous étiez objecteur de conscience, d'ailleurs. J'étais objecteur de conscience. Je ne voulais pas aller à l'armée. Je n'avais pas envie d'aller obéir à n'importe qui et porter des fusils. Et donc, c'était 22 mois, à l'époque, quand même, de punition, au service de quelque chose. Bon, moi, c'était un théâtre de marionnettes. Ce n'est pas bien douloureux. Mais là, j'ai dessiné tout le temps. Donc, ça m'a toujours... sauvé, ça m'a toujours occupé, et c'est normal qu'un jour ça finisse par prendre le dessus sur tout le reste. Alors vous avez travaillé pour plein de magazines, pour la RTBF aussi, vous avez participé à de nombreuses émissions, et puis surtout, votre client principal, c'est quand même le journal Le Soir. Vous commencez en 2002, réellement de manière, en tout cas, plus régulière. Et vous avez parlé de Gueluc tout à l'heure, et en discutant avec Béatrice Delvaux, donc, qui était à l'époque rédactrice en chef du journal Le Soir, elle m'a conseillé de vous montrer ce dessin, cette une. Oh, c'est un piège. Évidemment que je connais ce dessin, mais... C'est son conseil, vous lui direz... Ah oui, mais je ne sais pas comment vous avez réussi à lui faire montrer ça et en parler, parce qu'en fait, c'est un peu mon seul vrai dessin censuré. C'est-à-dire que ça peut être très... Ce que je vais vous répondre pourrait être très polémique, et je ne le veux pas. Mais donc, on est en... Quelle année là? En 2003. C'est le 22 mars 2003, donc les États-Unis vont déclarer la guerre à l'Irak. Le Soir a prévu... Et c'est les 20 ans du chat. Oui, Le Soir a prévu pour l'anniversaire du chat de confier tout le journal à Philippe Gueluc, qui illustre tous les articles, depuis la une jusqu'à la météo, le sport, etc. Avec lui, voire avec des amis, etc. Je lui fais remarquer quelques jours avant, parce qu'on faisait de la radio ensemble à la RTBF dans le fameux jeu des dictionnaires pour les plus anciens. Et je dis, Philippe, tu sais, il y a toutes les armées du monde qui sont réunies devant le Koweït et tout, et ça risque d'être d'une guerre qui va tomber en même temps que ton anniversaire, fais gaffe à ça. Il s'en fiche un peu, je peux le comprendre, c'est pas bien grave, mais arrive effectivement le jour où il doit faire ce dessin, Moi, je suis toujours le dessinateur du journal. Je lui demande gentiment, veux-tu que je te laisse ma place ou que je dessine le chat? Si tu dessines le chat, ce sera sympa. Bon, la guerre commence. Moi, je ne sais pas comment le journal maintient cette espèce d'anniversaire devant ce qui est quand même une guerre. Ça veut dire qu'il y aura des morts, etc. Et moi, je fais mon dessin de mon côté, où je dessine le chat qui tient un gâteau en main au milieu d'un champ de bataille. Quelque part, si vous voulez, dans mon message, si on peut dire, enfin on peut dire comme ça le dessin, il n'a rien à y foutre, quoi, là-bas, voilà, c'est un peu inopportun. Et le chat dit, moi j'ai 20 ans, et les morts à côté disent nous aussi, voilà. Et puis il y a ce moment, puisque Béatrice me demande d'en parler, je le fais, où moi mon dessin il est envoyé, voilà, et je reçois un coup de fil du journal assez tard, me dire, oui mais... on a un problème, Philippe ne trouve pas la une qu'il faut, le meilleur dessin pour mettre en une. Avantage d'être provincial, moi je ne suis pas à la rédaction, je suis chez moi. Et on me dit, par contre, il me dit que tu as une idée. Je dis, c'est plus qu'une idée, le dessin est sur ton bureau, regarde-le et tout. Et puis ils me disent, mais c'est ça qu'il faut en une. Alors quand je vous dis ça peut être polémique, c'est que pour moi il y avait une solution. En quoi aurait-elle été pas juste? C'est de mettre mon dessin en une, il y a le chat dessus, il y a ce qu'il faut. Et non, pour tenir l'engagement qu'il soit dessiné entièrement par Philippe Gueluc, le journal choisit
me dire, ben, Philippe va redessiner, va faire le dessin à ta place. Et finalement, alors je suis vous l'avez co-signé. On l'a co-signé, c'est la moindre des choses. Oui. Bon, il a été correct, hein, il a été très très correct pour ça. Mais quand j'entends encore souvent dire quand on raconte cet événement, enfin quand lui le raconte, Pierre Kroll m'a aidé à trouver l'idée, etc. Je tique toujours un petit peu parce que je ne l'ai pas aidé à trouver l'idée. J'ai eu l'idée et elle était finie, elle était très bien comme ça. Voilà. Pourquoi est-ce que... Voilà, mais voilà, c'est pas un problème, je suis résilient. De manière générale, vous êtes plutôt libre dans vos dessins. Le soir ne vous impose jamais ou ne vous refuse jamais un dessin? Ça arrive, mais ce n'est pas un problème en soi parce que moi, je n'appelle pas ça une censure. Si tous les 3 ou 4... Enfin, si un dessin sur 2 était refusé par la rédaction, il y a un problème, c'est que je ne dois plus travailler dans ce journal-là, ou que je suis très mauvais, ou qu'on ne s'entend pas. C'est vraiment pas le cas. Donc quand la rédaction me dit « ton dessin, on ne le sent pas vraiment », ou « c'est pas tout à fait ce que nous, on dit par ailleurs », ou « on ne comprend pas très bien », je suis tout prêt à en discuter. Et c'est arrivé, je crois, 2 fois l'année dernière, pour des dessins mineur, hein, je dessine Melania Trump au lieu de dessiner lui, on me dit tu peux pas trop te moquer d'elle, on ne sait pas ce qu'elle pense, ouais, enfin laisse-moi imaginer que, bon, on n'est pas souvent d'accord, je défends mon dessin, mais c'est très rare et je trouve ça tout à fait admissible parce que pour moi le vrai métier de dessinateur de presse c'est d'appartenir à une rédaction et il n'y a pas de raison que je sois traité autrement qu'un journaliste à qui on dit parfois ben, ton dessin, ton article n'est pas top, quoi, c'est pas l'angle. Donc je ne prends pas ça mal. Mais pour le reste, j'ai une grande liberté. Mais c'est aussi parce que j'intègre sans doute moi-même les limites du journal. On me dit parfois, mais tu es beaucoup moins mordant, etc., que Charlie Hebdo. Mais dans le soir, je m'excuse de parler comme ça, mais je ne vais pas mettre des bites et des couilles dans chacun de mes dessins. Ce n'est pas le journal. Alors, vous parlez de Charlie Hebdo, vous me faites une transition parfaite. Évidemment, c'est un événement qui vous a marqué, qui a changé aussi profondément l'opinion peut-être ou la vision que le grand public pouvait avoir du caricaturiste, du dessin de presse. Sur la table, il y a je le vois, oui, voilà, je le vois, le journal Le Soir, vois. la une que vous aviez faite après donc, l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de cet événement? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, je pourrais aussi en parler évidemment une demi-heure. Hein, même plus, je suis sûre. Oui, sûrement. Donc, la une, tout simplement, donc quand on est c'est la date exacte, je l'oublie souvent, le 7 janvier. 7 janvier. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, moi, j'apprends à la radio les morts, le nom des morts. Chaque dessinateur, je les connaissais. Il y a eu d'autres que des dessinateurs qui sont morts. Mais les 5 dessinateurs assassinés, je les ai tous rencontrés avant. Certains, comme Wolinski et Cabu, étaient un peu des maîtres pour moi. J'ai fait ce métier parce qu'eux ont existé avant moi. Et d'autres, comme Charb et comme Tinius, par exemple. Tinius, je connaissais bien. On avait fait un voyage ensemble pour aller parler du métier jusqu'en Colombie, c'est vous dire. Et donc j'apprends les noms qui tombent comme ça une heure à chaque journal radio, etc. Et puis à un moment aussi, le soir, évidemment, m'appelle pour me dire demain, tu as la une, tu fais ce que tu veux, la une, elle est à toi, c'est ton métier qui est... voilà, j'ai trouvé ce titre, mort de rire. Et alors vous dire maintenant, le souvenir que j'en ai, c'est que tout d'un coup, effectivement, ce métier qui, je lui trouvais une certaine importance, le dessin de presse a ses lettres de noblesse depuis 300 ans, mais ça reste est-ce que je dois dire un métier de rigolo? Enfin, je voulais dire, on est des grands enfants, quoi, qui parfois comprenons très bien l'actualité, la rendant bien et tout, mais par un média d'enfants. Et comment est-ce que ce média, dessiner des petits dessins, amène des gens à se faire assassiner pour ce qu'ils ont dessiné. Donc ça avait commencé avec l'histoire des caricatures dans un journal danois, le Prophète, etc. On ne va pas refaire toute l'histoire, elle est sur le web, retrouvez-la. Mais donc là, vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que devient ce métier? Et d'ailleurs, cette histoire a trop attiré l'attention sur mon métier. Il ne faut pas croire que nous avons envie, dessinateurs de presse, d'être des vedettes internationales, lues par tout le monde. On ne peut être drôle, pertinent, impertinent, etc., que dans une connivence avec son public. Ce que nous cherchons, c'est notre public et pouvoir s'exprimer avec notre public. Et ça, c'est fini. Depuis eux, avec la trouille qui va avec, moi j'ai eu une protection, un moment, quand je montais sur scène, il y avait des gens derrière les rideaux, des policiers en civil qui me disaient si ça tourne mal, vous sortirez par là. Vous vous rendez compte, quoi, pour des petits dessins qui ont parfois une certaine portée, mais qui n'amènent pas à ça.
Mais ça, justement aussi, ça vous a poussé à monter sur scène, à pouvoir expliquer votre métier, votre parcours. Vous aviez beaucoup de demandes et finalement, Bruno Coppens vous a un petit peu poussé pour écrire le spectacle Kroll en scène. Oui, alors c'est très simple. En fait, Bruno, on se connaît depuis très longtemps. On a fait de la télé, plutôt sur RTL d'ailleurs, mais voilà, on s'entend fort bien depuis toujours. Et il me connaît, donc il me disait, mais pourquoi tu fais pas de la scène? Lui, c'est sa vie. Il est sur scène tous les jours, partout, en Suisse, en Belgique, au Canada. Et il me dit, tu sais dessiner en toutes circonstances, tu fais ça vite, le public t'aime bien. Fais ça sur scène. Je lui ai toujours dit non, fous-moi la paix, je suis très bien chez moi avec mon café sur ma table à dessin. Mon métier, c'est la presse, c'est la presse. J'ai fait beaucoup de télé aussi, mais comme de la presse. Et puis arrive Charlie Hebdo, et dans les semaines qui ont suivi, on m'a interviewé quantité de fois, même en France, où je remplaçais parfois un peu Plantu ou les survivants de Charlie Hebdo. Et je me suis dit, mais c'est toujours les mêmes questions qu'on nous pose. Si j'ai rappelé Bruno, et je dis, tout compte fait, je ferais bien de la scène. C'est-à-dire que je ferais bien une conférence, mais mise en scène comme un spectacle. Alors lui, là, tout de suite m'a dit, attends, je te rappelle. Et le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, j'ai le Grand Théâtre de Mons, j'ai le Grand Théâtre de Namur. Alors ça, je suis presque honteux. Par rapport à des jeunes humoristes qui rament pendant 3 ans dans des comédie clubs à jouer devant 6 personnes un peu bourrées le soir, avant de tirer une télé ou quoi, etc. Moi, j'ai eu tout de suite des grandes scènes et j'ai cru vraiment que ça n'intéresserait que très peu de temps. J'avais fait une affiche, Pierre Kroll, 10 villes, 10 dates. Et j'ai joué 85 fois ce spectacle devant des salles complètes. Quand je dis spectacle, c'est une sorte de conférence, mais des dessins en grand écran qui tout d'un coup marquent les gens, les font rire souvent, ou les émeuvent et tout. C'était vraiment nouveau et j'attends... Ça vous a plu ? Oui, je peux pas... Les promesses de Bruno étaient justes. Bruno m'a dit, tu vas voir ce que ça va te faire. Il est gentil avec moi. Hein. Tu mérites d'être applaudi pour ce que tu fais et tu l'es jamais. C'est vrai que dans mon métier, honnêtement, il n'y a vraiment aucun retour, comme on dit. Rien. Maintenant, vous l'avez un peu par les réseaux sociaux quand même, ce retour. Ah ouais, mais c'est noyé parmi tous ceux qui me disent que je suis un con, que c'est nul, que j'aurais pas dû faire ça, qui pensent exactement le contraire, que tel dessinateur est bien meilleur que moi, etc. Vous connaissez un peu la pollution de ce que représentent aussi les réseaux sociaux. Donc je crois que j'ai un public, oui. J'ai aussi des séances de dédicaces en fin d'année et la vente de mes albums qui reste très bonne. À un moment, vous allez un peu avec des petits plombs, non? Voilà, ben oui, parce la que signature. Alors, séance de dédicace, c'est amusant parce que je ne connais pas de métier dans lequel on vous demande comme ça, on trouve très naturel que vous le fassiez tout le temps devant les gens. J'explique souvent, on a tous un téléphone portable, il y a un dictaphone dedans. Hein. Alors, vous rencontrez, je ne sais pas, Angèle ou Julien Clerc selon votre âge, est-ce qu'il vous viendrait... Maintenant, on demande des selfies. Hein. C'est facile, ça je veux bien en faire quand vous voulez. Mais est-ce que vous demandez à un chanteur, ah, écoutez, faites-moi un peu une petite chanson de 3 minutes, inédite, rien que pour moi, avec mon prénom dedans. Eh ben, c'est ça qu'on nous demande tout le temps dans des séances de dédicaces, à moins qu'on ait un personnage. Mais oui, je trouve ça un peu fastidieux. Et alors Pierre, après votre séance de dédicace, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça, c'est une andouillette. Oui. Ben, dites donc, vous avez fait une fameuse enquête. Ouais. Est-ce que ça rassure un peu Oui. Et vous aimez bien son odeur aussi? Ben justement, en fait, pendant longtemps, j'ai pensé, comme tout le monde, que les andouillettes, c'était immangeable sans même en avoir essayé, parce qu'on dit que ça pue. Et je crois que ça sent effectivement pas très bon. Mes parents mangeaient des abats, mais j'ai toujours détesté le foie, les tripes, ces trucs-là, puis ça sonne mal, tout, on a l'impression... Voilà. Et puis, j'ai perdu l'odorat par une chute, j'ai fait une fracture du crâne, et là, comme je vous parle, ça ne se voit pas, hein, je n'ai pas d'odorat. Et donc, vous allez manger des andouillettes avec Alex Vizorek. Voilà, du coup, j'ai goûté les andouillettes. Moi, je ne sens pas, mais c'est très bon, c'est excellent, et je ne sens pas. Parfois, j'ai des amis qui me disent, tu manges ça à part, je ne sais pas quoi. Et puis, j'ai découvert, je ne sais plus le premier à parler de ça à l'autre, Alex Vizorek, que tout le monde connaît maintenant, n'a pas d'odorat non plus. Mais lui, il est né sans odorat, donc c'est différent. Mais on a ce point commun, et donc on aime les andouillettes quand on se voit, quand c'est possible, il est très occupé. Où que ce soit, on se trouve à un resto, il y a des andouillettes, je connais les meilleures andouillettes de Liège, il vient les manger avec moi, et voilà, on s'amuse beaucoup là, avec ça. Et il a un passage dans un sketch d'ailleurs qui est très très drôle, c'est qu'il dit, l'odorat c'est quand même un de nos 5 sens. Et à la différence des aveugles, des sourds et tout, nous, on n'emmerde personne avec ça. On ne crie pas, moi, j'ai pas d'odorat, alors que les aveugles sont là avec une canne. C'est un peu méchant, mais c'est Vizorek, c'est pas moi.
Et donc, aussi pour vous, rapidement, hein, quand même, pour expliquer pourquoi il y a ce masque de plongée, puisque nous arrivons déjà malheureusement à la fin de cet entretien. Il y a aussi des trucs de maquillage, mais il ne faut pas expliquer ça. Oui, mais bon, non, ça, voilà, on est dans une salle de maquillage, donc c'est un petit peu plus normal. Par contre, le masque de plongée, c'est comme ça que vous vous détendez. Il paraît que vous êtes un grand fan. Ouais, j'aime beaucoup la plongée sous-marine. C'était un truc de gosse, vous savez, à un certain âge, c'est plus quoi, 30, 40 ans, quelque chose comme ça, on se dit, j'ai toujours voulu faire le cow-boy et on apprend le cheval. Bon, ça, on se casse la gueule, mais ou bien on se met à faire du ski comme dans les bronzés. C'est vrai, je l'ai fait à 40 ans. Mais la neige, elle est un trop cours dure. De ski, voilà. Et la plongée sous-marine aussi, mais qui dit, il faut que je fasse ça, je sens que j'aimerais ça. Et j'ai aimé tout de suite. Et depuis donc maintenant 25 ans, quelque chose comme ça, je plonge. Chaque fois que je peux, pas en carrière chez nous quand il fait 5 degrés et qu'on peut voir à peine une carpe et une bagnole qui est tombée dans la carrière. Donc je vais un peu au bout du monde, c'est vrai, j'ai pas un beau bilan carbone à cause de ça. Je cherche des îles perdues du bout du monde et il n'y a que sous l'eau à 20 mètres que je me sens parfaitement détendu. Je ne peux pas dessiner, on ne me le demande pas, on ne peut pas parler, les poissons ne me connaissent pas, c'est l'endroit que je préfère sur Terre, c'est sous l'eau. Et donc, c'est le seul endroit où vous ne pensez pas au boulot. Merci beaucoup, Pierre Kroll, d'avoir participé à Travers le miroir. On peut revenir chaque semaine. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.